Johan Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de télévision, vous êtes également consultant en conseil et stratégie pour les entreprises. Et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez coécrit un livre, Le Code d'Esther, qui a été publié en 2012, coécrit avec Bernard Binyamin, et un livre passionnant. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu tout d'abord de l'origine de ce livre, sachant qu'il faut connaître deux événements éloignés l'un de l'autre, plus de 2000 ans entre ces deux événements. Les événements qui sont relatés dans un livre biblique qui s'appelle le livre d'Esther, et beaucoup plus tard, le procès de Nuremberg. Alors, quelle a été la genèse, l'origine de votre livre? La genèse de ce livre, elle est arrivée sur deux mots, tout simplement. Le procès de Nuremberg a eu lieu en 1946. Il va concerner le juger des dignitaires nazis pour les actes qu'ils ont faits. Il va en avoir exactement 11 qui vont être condamnés à mort. La veille de la pendaison, il va y avoir un des condamnés qui va se suicider, alors qu'ils sont surveillés 24 heures sur 24. C'est déjà une première énigme. Et le dernier de ces 11 condamnés à mort, donc de ces 10 restants, s'appelle Julius Streicher. On va s'arrêter quelques secondes sur Julius Streicher. Julius Streicher s'occupe à ce moment-là précisément d'un journal de propagande nazie. Il n'a tué aucune personne et il va être condamné à mort. Ça va déjà rester dans la jurisprudence du droit quelque chose d'assez incroyable. Et plus que ça, c'est lorsqu'il va monter sur la potence et qu'on va lui mettre la corde au cou, il y a 3 scripts qui sont là en train de noter ses dernières volontés, ses derniers mots. Il va dire quelque chose qui va rester sans compréhension pendant plus de 60 ans. Donc traduction en français, et maintenant je vais à Dieu. Jusqu'ici on peut comprendre. Ce sont les Juifs qui vont être contents. Okay. Pourim 1946. Le lendemain, tous les journaux du monde vont titrer « Qu'est-ce qu'a voulu dire Julius Streicher ?» Qu'est-ce que ce Pourim 1946 ? Et toute l'histoire du Code d'Esther démarre à partir de ces deux mots. Alors on va rappeler très rapidement que la fête de Pourim, c'est une fête qui commémore, on va dire que les Juifs ont été miraculeusement, justement c'est le sujet, pas tant que ça quand on lit le texte, ils ont échappé à ce qu'on pourrait appeler le premier projet génocidaire dans la Bible, puisqu'on avait à l'époque en Perse, l'actuel Iran, un homme qui s'appelait Aman, qui était le ministre plus important d'un roi qui s'appelait Assuérus, et qui projette en fait d'anéantir tous les Juifs de Perse. Vous pouvez revenir un petit peu sur ces événements? Il est l'inventeur de la solution finale. C'est-à-dire que pour lui, il décrète qu'à un jour précis, il faudra tuer l'ensemble des Juifs de cette région. L'histoire de Pourim commence comme ça. La pièce de théâtre va se jouer autrement, puisque une femme qui s'appelle Esther va pouvoir stopper cette solution finale en s'approchant du roi et en ayant ses faveurs. Et c'est ce qui va donner cette tradition de ce qu'on appelle le jeûne d'Esther, c'est-à-dire la tradition d'un jeûne qu'on fait pour se remémorer ça, avec la lecture d'un texte qui lui aussi a quelque chose d'assez mystérieux, puisque ce texte a été écrit dans un lieu et par des gens où aujourd'hui encore ça reste un mystère. Est-ce qu'on peut situer, avant de parler de ce livre d'Esther qui est effectivement plein de mystères, on va en parler, à quelle époque on se situe ces événements? Donc on est en moins 300, quelque chose comme ça. Donc là, plus de 2000 ans en fait. Plus de 2000 ans avant. Et tout se passait très très bien. C'est juste une volonté, comme un changement de situation sociale qui a fait que d'un moment à un autre, il a fallu trouver un bouc émissaire. Et les boucs émissaires ont été les Juifs. Alors voilà, on y arrive parce que justement, ce qui est au cœur de votre ouvrage, c'est toutes les prophéties en fait qu'on trouve dans ce texte d'Esther. Alors c'est vrai qu'à part le projet génocidaire déjà, Haman fait penser à Hitler. Il est d'ailleurs descendant de Amalek. Ça c'est peut-être important de préciser qu'en tant que descendant d'Amalek, Amalek est une nation qui descend, en fait, qui est le petit-fils d'Ésaü, Amalek, qui a ensuite créé une nation est issue de ce petit-fils. Et la raison d'être de cette nation amalécite, c'est l'extermination du peuple juif. Pour même donner un exemple concret, il faut imaginer que le peuple juif sort d'Égypte, d'accord, qui a eu les miracles qu'on a vus, donc les plaies. Ils sont protégés par des colonnes de nuée. Et le seul peuple qui va vouloir attaquer le peuple juif qui est invincible va être Amalek. Et lorsqu'on cherche dans les textes, il y a une petite référence en image qui dit « Imaginez que vous avez une bassine d'eau bouillante, enfin d'huile bouillante, et qu'on vous dit vous allez vous jeter dedans. » Alors évidemment, tout le monde vous dirait « Vous allez vous mourir et bouillanter. » Amalek lui dit « Je vais mourir et bouillanter, mais peut-être que la bassine va être un tout petit peu moins chaude que quand je suis entré. » Voilà ce qu'est la philosophie d'Amalek. C'est de se dire on y va, même si on est perdant d'avance, mais on y va. C'est pour essayer de dire qu'ils sont attaquables. Alors dans votre livre, vous expliquez en fait que dans le livre d'Esther, on nous parle déjà
du procès de Nuremberg et en particulier de la pendaison des nazis qui vont être reconnus coupables. Comment se fait le lien entre le livre d'Esther et ces événements récents? Alors, lorsqu'on a fait le livre du Code d'Esther, on a été voir celui qui s'occupe des probabilités à la Française des Jeux. Et on lui a demandé une question très claire, on lui a dit quand est-ce que la probabilité fasse qu'on n'est plus dans une probabilité, mais on est dans quelque chose qui ne se contrôle pas. Et il nous a donné cette explication. Imaginez que vous sortez de chez vous, vous trouvez 500 €. C'est sympa, c'est un bon jour de chance. Vous prenez votre voiture, vous allez vous garer ailleurs, vous retrouvez 500 € quand vous vous garez. Vous reprenez votre voiture, vous le trouvez. Et comme ça, une succession dans une journée de trouver cette somme d'argent. Quand est-ce qu'on va pouvoir dire que ce n'est plus un hasard ? Dans la similitude du texte, c'est qu'il y a un parallèle entre ce qui s'est passé au procès de Nuremberg et dans le texte de la Megillah, qui sont identiques sur à peu près une vingtaine de points. Une vingtaine de points. Ouais. Nous, on en développe 7 ou 8, parce qu'après, je pense que les gens se diraient c'est trop, c'est indigeste. Mais on part de quoi ? On part sur le nombre de condamnés. Combien il y a de condamnés au procès de Nuremberg ? 11. Combien il y en aura qui seront condamnés ? 10. Il fallait bien que je retrouve donc les 10 fils d'Aman. Mais alors, il m'en manque un. Alors, il faut rappeler que les 10 fils d'Aman, en fait, ont été pendus suite au retournement de situation, où Esther a obtenu, en fait, du roi Assuérus que les 10 fils d'Aman soient pendus. Sauf que lorsqu'on voit 10 pendaisons, on peut se dire qu'il y a une similitude sur les pendaisons. Jusqu'ici, on pourrait dire que c'est un hasard. Maintenant, il faudrait que je retrouve celui qui s'est suicidé avant. Celui qui s'est suicidé s'appelle Göring. D'accord ? Très connu puisqu'il s'occupe à ce moment-là de la Waffen-SS et surtout de tout ce qui est les compagnies aériennes du Führer. D'accord ? Quelle est la particularité de Göring ? C'est qu'il a une particularité pour s'habiller comme Jules César lorsqu'il fait des soirées mondaines. Donc il a une tendance à mettre beaucoup de robes et de s'habiller avec des toges et des robes. D'accord ? Sauf que dans la Megillah d'Esther, trop peu de gens savent qu'en dehors de ces 10 pendus, il y a une personne qui s'est suicidée. C'est la fille d'Aman. La fille d'Aman qui se suicide, c'est pas dans le texte du rouleau d'Esther. Ça sera dans un petit commentaire qui est le... un midrash, en fait. Exactement. Un commentaire de la tradition orale. Voilà. Donc ça, c'est une première coïncidence troublante. Oui. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, ce qui va être, c'est que quand on va citer les 10 fils d'Aman, on va les citer d'une façon, on va mettre les 10 noms sur le texte. D'accord ? Et il va avoir une particularité qui est assez incroyable, c'est que vous allez accéder à une grande lettre et à 3 petites lettres. Lorsqu'on va voir ces petites lettres, ces 3 petites lettres et cette grande lettre, et qu'on va aller vers les commentateurs, certains commentateurs vont expliquer qu'à chaque fois qu'on voit des petites lettres, c'est pour aller à la marge de comprendre quelque chose. Souvent dans le Sefer Torah, donc le livre que nous lisons tous les jeudis, samedis et lundis, d'accord, on a déjà vu des petites lettres. Et il y a toujours eu une explication pourquoi il y avait une petite lettre. Dans la Megillah, vous ne trouverez aucune explication. Il va falloir attendre un certain professeur Negrochal, rabbin à Jérusalem et historien, d'accord, qui a eu une révélation en disant « Et si je prenais la valeur numérique de ces lettres pour savoir si elles allaient me donner une information ?» Déjà utilisés par Jules César pour leur utilité militaire, ou par Henri IV pour ses correspondances amoureuses, les codes ont toujours intéressé les hommes. Les possibilités sont infinies. Les codes de la Bible, connus aussi sous le nom de codes de la Torah, sont des fragments de mots ou de phrases qui seraient placés intentionnellement de manière codée dans le texte. Il est possible de placer ces séquences dans des grilles appelées matrices. À la fin des années 1970, Eliyahu Rips est le premier chercheur à faire une recherche systématique des codes de la Bible à l'aide d'un ordinateur. Il se concentre sur le début de la Genèse. D'autres chercheurs découvrent par exemple des matrices présentant les noms Berlin, Nazi,
massacre, extermination, Fuhr, Hitler, Eichmann. Dans une autre matrice, Roosevelt, président, ordre, frappé, jour de la grande défaite. Une troisième matrice, Sadat, tué par balle, 1981. Khaled, le nom de l'assassin de Sadat. Les critiques comparent ces résultats aux prévisions de Nostradamus, si vagues qu'elles ne sont pas crédibles. S'agit-il de coïncidences, d'anomalies statistiques inexplicables comme ils le prétendent ? De nombreuses questions se posent cependant. Que fait-on des matrices qui se contredisent ? Peut-on prévenir des catastrophes naturelles ? Les codes peuvent-ils protéger du mal, des guerres ? Pour les adeptes des codes secrets, le passé, le présent, l'avenir, tout est écrit depuis l'origine des temps. Alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup certaines personnalités que vous rencontrez, notamment des rabbins, utilisent cette méthode qu'on appelle la gématria, vous le traduisez par géométrie, mais on peut aussi, ça ressemble, mais plutôt par numérologie. Ouais, très bien. Et alors, comment ça fonctionne, cette numérologie? Comment elle annonce aussi des prophéties? Alors, la façon de procéder, c'est simple. On prend que la première lettre de l'alphabet est 1, la deuxième lettre est 2, et puis après on passe à partir des unités. Bet, voilà. Aleph 1, Bet, l'alphabet hébraïque. Hein. Exactement, l'alphabet hébraïque. Et à partir de là, on obtient des sommes de chiffres. Là, ce qui va être assez incroyable, c'est que lorsqu'on va prendre la valeur des petites lettres, vous allez obtenir 1946. Voilà. Et lorsque vous voyez 1946 avec 10 pendus, là, le rapprochement en tout cas entre la prophétie et le texte et les éléments qu'on puisse avoir sur le texte commence à être un peu troublant. On tombe grosso modo sur ce qui s'est passé au procès de Nuremberg. Peut-être qu'on pourrait conclure avec une autre coïncidence, c'est celle de votre rencontre avec Bernard Benjamin, dans des circonstances particulières. Si vous pouvez revenir là-dessus. Bernard Benjamin travaille à France 2 chez Envoyé spécial. Moi, à ce moment-là, je travaille à France 2 et je présente une émission de flux qui s'appelle Union Libre avec Christine Bravo. On ne s'est jamais croisé dans les couloirs, on ne s'est jamais parlé. Et pourtant, on a travaillé pendant pratiquement 6 ans dans le même bâtiment. Il habite exactement à 25 mètres de chez moi. On ne s'est jamais croisés. Il va venir à la synagogue que je fréquente. Et sur 350 places qu'il y a dans cette synagogue, il va s'asseoir sur une place. Dans une place, c'est la mienne. Il avait perdu sa mère. Il avait perdu sa maman, qui s'appelle Esther. Et il va s'asseoir à côté, enfin à ma place, je ne vais rien dire, je vais m'asseoir à côté et on va comme ça discuter. Je vais essayer de l'aider à lui dire voilà, c'est le moment de lire le Kaddish, voilà le Kaddish, etc. Jusqu'à un moment donné où on sympathise et il dit qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis écoutez, j'ai juste une question Bernard à vous poser. J'ai écrit quelque chose, ça fait maintenant 2 ans et demi, j'arrive pas à en sortir, je ne sais pas si ça vaut le coup. Est-ce que vous pouvez le lire et me répondre juste à une question? Si vous étiez toujours à la tête d'Envoyé spécial, est-ce que vous auriez pris ce document pour en faire un doc? Il va le lire en une nuit, il va m'appeler le lendemain, il va prendre un café, il va dire si j'étais Envoyé spécial, j'en aurais fait un documentaire tellement que je trouvais quelque chose de bien. Et ça va donner le code d'Esther. Yohann Perez, merci beaucoup. Je suis sûr qu'on a donné envie à tous ceux qui nous regardent de lire ce livre passionnant. Merci. Bon dimanche et très bonne semaine à vous toutes et à vous tous.